Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 4 octobre 2015. Au moins 9 personnes sont mortes ce matin à Difa dans 2 explosions de kamikazes. C'est le bilan non encore officiel des attentats kamikazes qui ont eu lieu dans la capitale du Manga ce dimanche. Il s'agirait en effet, selon des sources sur place, de 4 individus qui avaient la mauvaise intention de faire sauter les charges explosives qu'elles portaient sur elles à différents endroits de la ville. Mais seulement les 2 ont pu passer à l'acte, les 2 autres ayant été neutralisés. Je propose à cet effet de suivre ce témoignage d'un confrère journaliste joint au téléphone cet après-midi par la télévision Labari. C'était aux environs de 7h minutes où quelques groupes de pluie, quelques habitants de la ville ont donc identifié 2 personnes qui sont suspectées. Heureusement, à côté, il y avait un gendarme. Alors, c'est au cours de l'interrogatoire, plus ou moins, si on peut parler en ce terme, le kamikaze ayant compris qu'il ne pouvait plus échapper, il a actionné sa charge explosive et qui a fait donc la première victime, en plus de lui, le gendarme. Le deuxième kamikaze qui n'était pas loin a été neutralisé. Ça, c'est entre la gendarmerie et le lycée Idriss Aloma. Un peu plus loin, la deuxième explosion, c'était dans le quartier de Difa 3, précisément non loin du palais du chef de canton. Là-bas également, le kamikaze est allé vers une boutique où il a explosé sa charge et en plus de lui, il y a eu 5 victimes. Ce qui fait un bilan donc en tout cas provisoire pour l'instant de 6 victimes dont le gendarme et les 5 et 2 autres kamikazes également ont été neutralisés sans qu'ils aient pu déclencher leur charge explosive. Est-ce qu'il pourrait s'agir des éléments de la secte Boko Haram? Visiblement, oui ou non. En tout cas, ces genres d'actes, on sait que c'est la secte qui a la difficulté de le prouver. Mais ça, je crois que nous laisserons le soin aux autorités qui sont là pour infirmer ou confirmer toutes ces choses. Et depuis que les événements sont là, est arrivé et heureusement la population n'a pas bronché, n'est pas tombée dans la petite du Difa. Les gens ont battu automatiquement à leur activité et présentement. La ville marche, tout le monde va faire ses activités. Vous voulez dire que ça n'a pas créé une psychose au sein de la population? Absolument pas. Pas comme ce qu'on a vu le 6, 7, 8 et 9 février, il y a eu toute cette débandade. Et je peux vous assurer que les gens sont sortis pour essayer de comprendre et personne n'a voulu dire que ok, ça ne va pas encore, il faut que je reparte par-ci, par-là. Non, je crois qu'il y a une réelle prise de conscience de la part de la population quant à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Mais quelle a été la réaction des forces de défense et de sécurité justement? Automatiquement, il y a eu un dispositif qui a été mis en place. Je crois qu'ils vont continuer leur travail. Vous savez, en ce moment, il y a très peu de communication par rapport à ces choses. Il y a eu 4 tentatives d'explosion de kamikazes. 2 ont pu faire exploser leur charge. Les 2 autres ont été neutralisés selon les dernières informations que nous avons. Neutralisés par les éléments des forces de défense et de sécurité? Bien sûr. Les corps sont transportés, je crois, si je ne me trompe pas, à l'avant de Les autorités, est-ce qu'elles ont réagi au niveau de la région de Difa, puisqu'ici à Niamey, il n'y a pas encore de réaction? Cette année, ici, également, à Difa, il n'y a pas eu encore de réaction. Mais nous supposons que dans les heures à venir, quelque chose d'officiel sera sorti pour au moins dire ce qui s'est passé. En tout cas, nous l'espérons. Voilà, c'était donc Massaoudou Lawan, il est journaliste basé à Difa. Il témoignait sur les 2 explosions des kamikazes qui ont lieu ce matin au niveau de la ville de Difa. Il s'agirait en effet de 4 individus qui voulaient faire sauter des charges explosives qu'elles avaient sur elles. Malheureusement donc pour elles, c'est les 2 seulement qui ont pu passer à l'acte avec comme bilan provisoire et non encore officiel donc d'environ 9 personnes tuées dont un militaire. Il faut noter donc que jusqu'ici, il n'y a aucune réaction des officiels nigériens sur cette affaire. Avancées et lacunes de la Convention Somaïr du 16 juillet 2015, enjeux et perspectives. C'est le thème d'une conférence débat organisée hier après-midi par le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Une conférence qui a réuni plusieurs acteurs de la société civile nigérienne et des simples citoyens. Le résumé de celle-ci avec nos reporters Chebou Guisso et Sidikou Omar.
Ces regards accrocheurs de ces participants à cette conférence débat sont l'effet non seulement du niveau très élevé des panélistes, mais aussi le regain d'intérêt suscité par le thème abordé. Une initiative du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, pour qui le choix du thème se justifie amplement. Le choix de ce thème se justifie par notre volonté de susciter un dialogue, n'est-ce pas, serein et de qualité entre nous et l'administration minière, l'administration nigérienne, notamment celles qui interviennent dans l'élaboration des conventions. C'est pour cette raison que nous avons invité le ministère des Mines, la Direction générale des impôts et puis la Direction générale des douanes, qui sont des acteurs clés en ce qui concerne une bonne partie du contenu de cette convention. Parce que vous savez, les revenus essentiels que le Niger tire à travers l'exploitation des ressources naturelles, ce sont des revenus fiscaux. Une convention minière qui ne serait pas exempte d'impairs ou bien de facettes. Cette convention comporte des dispositions de la loi 2006-26. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie de nos observations n'ont pas été prises en compte, je ne sais pourquoi. Elles n'ont pas été prises en compte. Si vous regardez cette convention, vous ne verrez nulle part là où on statue sur les admissions temporaires. Les admissions temporaires pour le matériel. On l'a juste annoncé. Ça a été juste annoncé au niveau de l'article 17. Ça a été juste annoncé. Les avantages douaniers consentis à la société d'exploitation consistent en admission temporaire et en exonération. Mais sur le plan pratique, on ne vous dit pas exactement comment on met en œuvre l'admission temporaire ou pas. Suivi avec grand intérêt, à l'issue, les participants se font leur propre lecture de la dite convention. En résumé, nous avons compris une chose, que dans tous les cas, le Niger continue à être arnaqué. Elle continue à être arnaquée à travers ses ressources minières. Et Areva constitue en réalité une filiale de la métropole française, et que les lois et règlements du pays ne sont que éphémères et ils ne sont que utiles le moment où le concours dans le même sens que l'intérêt de Areva. Un tour d'horizon de la question à travers plusieurs interventions aura permis de cerner les vrais contours, d'où l'unanimité générale dégagée selon laquelle c'est un flou artistique qui entoure cette convention minière. Voilà, il s'agissait bien de Sidik Ousmane qui nous faisait le compte-rendu de cette conférence débat du ROTAB. L'Union pour la démocratie et la République, leader Tabat de Amadou Bakar Sissé, a procédé le 1er octobre dernier à la mise en place de ses bureaux au niveau communal et départemental d'Adjé, c'est dans la région de Maradi. Plusieurs structures de ce parti ont été renouvelées, et cela en prélude des scrutins, mais aussi le tout a été couronné par une déclaration d'adhésion de nouveaux militants à cette formation politique, comme le rapporte Adam Soumana. L'Union pour la démocratie et la République, IDR Tabat, affûte à ses armes à travers la mobilisation de ses militantes et militants en prélude aux élections générales à venir dans le pays. Une mobilisation qui a vu la mise en place des bureaux communaux et départementaux aussi bien mixtes que ceux de jeunes, femmes et cadres du parti au titre d'Agué. Ce rassemblement a aussi servi de cadre à une déclaration d'adhésion de plusieurs militants des partis de l'opposition comme de la mouvance présidentielle au parti de Amadou Boubacar Sissé. Nous, militants des partis politiques modernes, Lumana Africa, MCD Nassara, CDS Rama, NDP Zamalaya, RSD Gaskia, PNDS Taria et PSDN Algérie du département d'Agué, auteur de la présente déclaration, décidons à compter de ce jour de quitter définitivement nos formations politiques et de rejoindre de façon inconditionnelle et irrévocable les rangs du parti Union pour la démocratie et la République, IDR Tabat, afin qu'ensemble, sous la conduite clairvoyante, sage et visionnaire de son Excellence, M. Amadou Boubacar Sissé, nous puissions mettre le Niger sur les rails du progrès à travers une bonne gouvernance politique, économique et sociale.
Ces nouveaux adhérents, qui sont d'un grand nombre, n'ont pas manqué de justifier leur choix porté sur leader Tabat. Notre choix est fondé tant sur les valeurs cardinales du parti que sur les valeurs intrinsèques de son leader. En effet, dans le contexte politique actuel, qu'y a-t-il de plus important que la volonté d'unir l'ensemble des fils d'une nation autour des idéaux de renforcement de la démocratie et de la République? Démocratie en tant que régime politique basé sur le pouvoir du peuple souverain, par le peuple et pour le peuple. République en tant que mode de gestion du pouvoir politique basé sur l'égalité des citoyens devant la loi, l'égalité des citoyens devant la justice, l'égalité des citoyens dans l'accès aux postes, au marché et autres services publics sans discrimination aucune liée à la religion, à la race ou à la langue. Ainsi, force est de constater que l'Union pour la démocratie et la République Ider Tabat ne fait que gagner du terrain sur l'échiquier politique national à l'approche des échéances électorales. Toute chose qui augure des lendemains meilleurs pour le parti de Amadou Boubacar Sissé. Sport football, l'équipe nationale, le MENA, va affronter le 9 octobre prochain la Somalie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le match aura lieu le 9 octobre donc à Addis Abeba et le 11 national a entamé la dernière phase de sa préparation. Ibrahim Abdou Tikiri. Engagé pour les éliminatoires du Mondial Russie 2018 et du CHAN Rwanda 2016, le MENA national a un mois d'octobre 2015 très chargé. D'abord, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, le 11 national croisera le fer avec la Somalie. La double confrontation va débuter ce 9 octobre 2015 par la manche aller délocalisée à Addis Abeba et le match retour le 13 octobre à Niamey. La préparation contre la Somalie qui a débuté depuis quelques jours rime encore avec celle du CHAN que le Niger défiera le Togo à match aller 16 octobre à Niamey et au retour 24 octobre 2015 à Lomé. À la question de savoir comment le staff technique gère les entraînements des équipes des pros et locaux, Cheikh Omar Diabaté, entraîneur en seconde de François Zawi, répond. Il y a 32 joueurs qui sont conviés et plus quelques internationaux qui arrivent en compte-gouttes. Et je pense que les 32 locaux plus ceux qui viennent d'arriver forment en fait la grande équipe qui est en train de préparer la Coupe du Monde. Donc c'est vrai, il y a la compétition CHAN qui suit aussitôt. Donc moi je pense que c'est le même groupe qui est en train de travailler. Et vous avez vu, on fait un travail remarquable. Cheikh est le sélectionneur second à Zawi. Et il est l'entraîneur national des locaux. Et qu'est-ce que ça vous coûte de nous voir travailler ensemble? Et vous voulez qu'il y ait une équipe CHAN à part quelque part et une équipe Coupe du Monde à quelque part? Moi je pense que si on enlève l'équipe CHAN là, est-ce qu'on a un effectif qui peut jouer la Coupe du Monde? Répondez à ma question. Moi je pense que notre équipe nationale et la plupart de ces jeunes-là, c'est les locaux d'abord. En dehors des locaux qu'on greffe les internationaux qui jouent hors du Niger. Donc les deux groupes font l'équipe nationale du Niger. Mais si vous voulez qu'on reprenne tous ceux qui jouent sur le plan local et les enlever, laisser les internationaux, on aura combien? Ou bien notre équipe nationale est uniquement basée par les internationaux qui sont dehors. Ils sont combien? Et combien qui jouent? Donc vraiment, une fois de plus, je vous dis, on a une équipe nationale qui prépare la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, vous verrez l'équipe CHAN. Est-ce que vous voyez? Donc la préparation, elle concerne d'abord la Coupe du Monde. En stage depuis un mois à Addis Abeba pour s'adapter aux conditions météorologiques, les étoiles de l'océan de la Somalie seront difficiles à battre pour le MENA. Toutefois, les joueurs travaillent dur pour franchir l'obstacle somalien. La région, nous la connaissons très bien. On sait que nous sommes en altitude et on a pris, en fait, on le sait très bien, mais on est en train de faire face parce que en réalité, que ce soit en altitude ou en basse altitude, moi je pense que le terrain sera vert, le ballon sera rond. Il y aura des hommes en face. Il suffit qu'on domine ceux qui sont en face de nous.
connaissant nos jeunes, ils sont déterminés, ils sont engagés, ils savent ce qu'ils les attendent. Maintenant, que ce soit en altitude ou en basse altitude, l'essentiel vraiment c'est de produire du jeu et de se battre pour ne pas être vaincu. Malgré les conditions difficiles de préparation, le MENA national garde ses chances pour éliminer la Somalie et affronter les lions indomptables du Cameroun pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Pour refermer cette édition, nous vous proposons une partie magazine consacrée à quelques réponses de quelques participants à l'atelier organisé hier par la Commission sociale de l'Assemblée nationale et financé par le National Democratic Institute (NDI) sur les gaps de la législation nigérienne en matière de droit social et droit environnemental. Les quelques participants interrogés par nos reporters se sont donc prononcés sur ces questions. Nous vous les proposons en partie magazine. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Le Niger ne dispose que d'une seule convention collective interprofessionnelle et celle-ci ne prend pas en compte les problèmes particuliers des travailleurs du secteur des industries extractives. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour le Niger de mettre en place une convention collective spécifique au secteur des industries extractives? La première convention collective interprofessionnelle au Niger date de 1972. De 1972 à maintenant, vous conviendrez avec moi que ça fait extrêmement longtemps et qu'il y a lieu de revoir cette convention-là d'abord, qui fixe le cadre général de toutes les conventions collectives interprofessionnelles, puisque de 1972 à aujourd'hui, vous pouvez aisément constater qu'il y a des activités qui existent aujourd'hui mais qui n'existaient pas en 1972. Donc il va de soi qu'en 1972, qu'on ne puisse pas prendre en compte tous ces aspects-là, notamment en ce qui concerne les industries extractives. C'est vrai que depuis l'indépendance du Niger, le domaine des industries extractives, le Niger y était, mais l'ampleur n'était pas aussi qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est plus question, en tout cas, d'industrie extractive et qu'il y a plus de travailleurs dans ce domaine-là. Et donc, il va de soi que, au-delà, en tout cas, de la révision générale de la convention collective interprofessionnelle, qu'on essaie de réfléchir également dans le domaine spécifique des industries, puisque dans ce secteur-là, vous conviendrez avec moi qu'il y a plus de difficultés que dans les autres. Je dirais plutôt que je poserai le problème en cette autre manière, de dire que la convention collective interprofessionnelle en vigueur aujourd'hui peut-être ne satisfait pas aux exigences du droit tel qu'il a évolué au Niger. Pour certainement résoudre beaucoup de questions relatives aux aspects sociaux, pas seulement du secteur des industries extractives. Peut-être il faut revoir un peu les questions, il faut revoir un peu cette loi de manière à ce qu'on l'éclate et peut-être faire des conventions collectives spécifiques à chaque domaine. Dans le secteur des industries extractives, les travailleurs des entreprises et leurs membres de leur famille sont exposés à des maladies professionnelles et il en manque de médecins spécialisés. À votre avis, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est que peut-être qu'on ne peut pas dire qu'il manque de médecins spécialisés parce qu'il y a des entreprises quand même, comme la Cominac et la Somaïr, qui signent des conventions avec des cardiologues, avec des pneumologues pour aller faire un travail de 3 mois, 6 mois dans leurs hôpitaux là-bas. Et puis consulter les employés, prendre en charge les maladies, consulter les familles des employés. Mais ce n'est pas suffisant parce que vous savez que le monde, l'environnement professionnel évolue beaucoup. On assiste à des maladies professionnelles nouvelles qui ne sont pas reconnues par la législation malheureusement et dont la prise en charge pose problème parce qu'il n'y a pas de spécialistes. Et certaines maladies sont référées à des généralistes, ce qui ne permet pas de les prendre en charge, de les diagnostiquer à temps et de les prendre en charge pour l'aspect traitement. Et je pense que ces sociétés minières doivent évoluer avec le temps et aller vers la formation de spécialistes. À mon avis,
c'est un impératif pour que les entreprises prennent en charge le recrutement des médecins spécialisés et au pire des cas, si elles ne peuvent pas individuellement prendre des médecins spécialisés, elles peuvent se regrouper en pool ou constituer plutôt créer un institut de prise en charge des maladies professionnelles par des spécialistes. Merci. De toutes les usines où il y a une exploitation, n'est-ce pas, il y a des compatriotes qui sont malades et qui sont gravement malades. Et ces maladies-là, ce n'est pas, je m'excuse, ce n'est pas les médecins généralistes qui peuvent déterminer la nature de leur maladie. Moi, personnellement, j'ai des parents qui ont travaillé dans une des usines d'Arlit et qui souffrent des maladies curieuses. On ne sait pas exactement de quoi elles souffrent et il n'y a personne pour les suivre. Tantôt, on nous a parlé du radon. Il paraît que c'est une maladie ou bien c'est un virus, n'est-ce pas, issu de la radiation d'uranium au niveau d'Arlit, au niveau de la Komina ou de la Somaïr. Et ces gens-là, ils sont là délaissés à eux-mêmes. Et je pense que vraiment, nous sommes aujourd'hui au 22e siècle et vraiment, il est plus que nécessaire que ces sociétés-là prennent en charge, n'est-ce pas, les différents malades qu'ils ont. Parce que c'est des gens qui ont travaillé pendant des années ou qui travaillent encore. Mais il faut que leur santé et la santé de leurs enfants et de leur famille soient préservées. D'après les études menées, il est montré clairement que les questions relatives à la responsabilité sociale des entreprises n'ont pas été suffisamment prises en compte dans les réformes du secteur des industries extractives. N'est-il pas nécessaire, selon vous, de revoir les codes miniers et pétroliers pour intégrer la responsabilité sociale de ces entreprises? Je pense qu'il est urgent, effectivement, cette notion qui est nouvelle, qui est inscrite le plus souvent dans les conventions, mais qui répond simplement ou qui dépend de l'entreprise ou de la multinationale, que cette question-là soit réfléchie, partagée et discutée avec les partenaires sociaux, avec l'État et les acteurs du terrain. C'est-à-dire les populations qui bénéficient des infrastructures ou les populations qui habitent les zones d'extraction, de recherche ou d'exploitation de ces ressources minières-là. Donc la responsabilité sociale, de mon point de vue, doit évoluer pour faire la priorité sur les besoins essentiels des populations. Les besoins essentiels des populations, on le sait très bien, c'est l'école, c'est la santé, c'est l'eau, c'est aussi les infrastructures. Le financement des missions d'évaluation et de doute du Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact est entièrement pris en charge par les entreprises du secteur. Pour assurer l'indépendance des résultats de leur mission, l'État ne doit-il pas se charger du financement de ces bureaux? Bureau-là, il faudrait d'abord qu'il soit indépendant. J'ai même posé la question à l'expert qui nous a abordé dans ce sens, la composition de ce bureau. Parce qu'il faudrait que toutes les compétences, tous les experts des différents domaines se trouvent d'abord dans ce bureau. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect maintenant, en ce qui concerne le financement, moi, je ne suis pas pour ni l'État, ni les industriels qu'ils financent ce bureau. Parce qu'il faudrait vraiment qu'il soit indépendant. Et pour être indépendant, il faudrait avoir une autonomie financière. Et cette autonomie financière, moi j'ai vu l'exemple du Ghana par exemple, eux ils ont formé un comité. Et ce comité, c'est dans les retombées des ventes des produits pétroliers ou miniers qu'ils prélèvent un pourcentage est prévu dans les textes pour faire fonctionner ce comité. Donc j'aimerais bien à ce que ce bureau soit à l'image de ce comité pour qu'il soit financé des retombées directement des produits de vente pétrolière ou bien minière. La réglementation actuelle ne fait pas obligation aux entreprises de fournir des informations complètes sur les référentiels utilisés au cours des explorations et des exploitations des sites. Pour préserver l'environnement, n'est-il pas important que ces entreprises fournissent à l'État toutes les informations relatives aux matériels et équipements utilisés dans la recherche et l'exploitation des sites miniers et pétroliers?
Il appartient au gouvernement de voir toutes les informations dont il a besoin pour que les Nigériens, les citoyens de façon générale, soient mis en confiance et soient mis en sécurité. Tant du point de vue social que du point de vue sécuritaire tout court. C'est au gouvernement d'exiger de qui que ce soit, nous sommes souverains, les informations nécessaires pour prendre telle disposition ou telle autre dans tel coin du territoire ou dans tel autre coin du territoire. Il n'y a pas d'entreprise ou de multinationale qui doit venir imposer son dictat à notre gouvernement, à notre pays. Si le gouvernement n'est pas faible, de mon point de vue, si le gouvernement est conscient de ce qu'il fait, il lui appartient de demander les informations. Si elles ne sont pas obtenues, le contrat ou la convention ne doit pas être signé. Les réglementations se fondent sur les lois. Donc si cette réglementation relative au secteur des industries extractives a été rédigée de manière à ce qu'elle ne donne pas toutes les informations sur les moyens qu'elle utilise, alors ça veut dire qu'il faut revisiter plutôt les lois qui servent de fondement à cette réglementation-là. Parce que, pour moi, c'est à partir de là qu'il faut d'abord obliger les entreprises à donner toutes les informations. Il va sans dire que si vous utilisez un produit qui est nocif pour l'environnement, par exemple, il faudra bien que vous posez clairement cette équation de manière à ce que éventuellement elle trouve des solutions.